Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e rendez-vous de l'actu de l'année 2025. Mon collègue Rehana Did et moi-même Oriana Melikian vous proposons de réfléchir aujourd'hui à une question qui soulève des débats au sein de notre société et parmi nos élus parlementaires. La régulation de l'installation des médecins. Entre 2010 et 2024, soit en 14 ans, la densité médicale a diminué dans 69 départements sur 100, avec des écarts flagrants. Par exemple, le Conseil national de l'ordre des médecins enregistre une baisse du nombre de professionnels de santé par habitant de 31% dans la Creuse, contre une hausse de 16% dans les Hautes-Alpes. Pour remédier à la situation, 2 propositions de loi visent à davantage encadrer l'accès et l'offre de soins de ville et sont discutées actuellement au Parlement. L'une d'elles veut réguler strictement la liberté d'installation, quand la seconde souhaite la conditionner au respect de certains engagements. Le système de santé fait face à une double difficulté. D'une part, la densité médicale diminue. D'autre part, les médecins en exercice sont inégalement répartis sur le territoire. En premier lieu, à l'échelle nationale, le nombre de médecins n'est pas suffisant au regard de l'accroissement de la population. La question de la densité de médecins est d'autant plus préoccupante au regard du vieillissement de la population ainsi que de l'accroissement des maladies chroniques, ce qui entraîne une augmentation de la demande de soins. En second lieu, à l'échelle départementale et plus précisément communale, de grandes inégalités territoriales apparaissent. Le ministère de la Santé évalue à près de 9 millions les habitants vivant dans des déserts médicaux. On appelle communément désert médical l'espace où le nombre de médecins et plus généralement de professionnels de santé pour 100 000 habitants est faible. Les déserts médicaux sont définis par un ratio médecins par habitant inférieur de 30% à la moyenne nationale. En 2021, la moyenne nationale était de 339 médecins pour 100 000 habitants. Pour ces habitants, en zone sous-dotée, cela signifie à la fois un éloignement géographique vis-à-vis des professionnels de santé et un rallongement des délais d'attente pour obtenir un rendez-vous, ce qui a pour corollaire une augmentation des risques de dégradation de leur état de santé et une dégradation des conditions de travail pour les professionnels. De plus, cela entraîne le déport des consultations vers les urgences et nous voyons ici surgir la question de l'articulation des soins de ville et des hôpitaux. Enfin, cela implique également des difficultés croissantes pour s'inscrire auprès d'un nouveau médecin traitant, condition sine qua non pour bénéficier du parcours de soins de l'assurance maladie. En résumé, les déserts médicaux présentent donc un risque de rupture du service public de la santé. Cet état des lieux nous entraîne sur la question de l'offre de soins et de son organisation en France. La médecine est une profession libérale et les médecins sont libres de s'installer où ils veulent sur le territoire depuis 1927. Néanmoins, la liberté d'installation des médecins ne garantit pas un accès équitable aux soins pour tous les citoyens. Dans le contexte actuel se pose la question de sa régulation. La régulation de l'installation des médecins implique 3 acteurs principaux du système de santé. Les pouvoirs publics, la sécurité sociale qui finance solidairement les dépenses de santé depuis 1945 et les professionnels de santé. La question de la régulation ne relève pas uniquement du champ de la protection sociale. Elle revêt une dimension plus large d'organisation de la société et de ce que la nation conçoit comme atteinte aux libertés acceptables au nom du bien commun. La régulation existe déjà, mais une régulation plus stricte suscite un débat entre la nécessité d'assurer une égalité territoriale et médico-sociale et la volonté de préserver la liberté d'entreprendre des médecins. Les protagonistes de ce débat font valoir leurs arguments et nous allons voir que s'accorder sur les valeurs fondamentales d'une société est une discussion entre des acteurs ayant des besoins différents. Il est normal que les pouvoirs publics proposent des solutions pour garantir le droit à la protection de la santé, tout comme il est normal que les professionnels veillent à la préservation de leurs intérêts. Pour trouver un juste équilibre, il convient de prendre de la hauteur et d'élever le débat afin de trouver une solution acceptable à un moment donné pour la société dans son ensemble. Selon nous, la question se pose alors davantage en ces termes: comment réguler efficacement l'installation des médecins? La question est vaste et nous ne pourrons pas être exhaustifs. Néanmoins, nous allons vous partager les grandes idées que soulève ce débat. Après cette riche introduction, je laisse la parole à Ryan afin d'entrer dans le vif du sujet. Alors, nous venons donc de poser le constat d'une répartition inégale des médecins sur le territoire et des enjeux que cela soulève pour notre système de santé. Mais avant de nous interroger sur les solutions possibles, il est important de rappeler que cette question de la régulation n'est pas nouvelle. Cela nous amène à notre première partie,
la régulation n'est pas une idée nouvelle. En effet, la régulation est une compétence régalienne de l'État, exercée de manière subsidiaire par les collectivités territoriales et les acteurs de santé dans une logique de gouvernance tripartite. La régulation est historiquement centralisée. L'État détient une compétence centrale, comme le rappelle l'article L1411-1 du Code de la santé publique. Cette centralisation s'explique historiquement et juridiquement. Un décret de 1793 relatif à l'organisation des secours instaure dans chaque arrondissement des agences de secours et des officiers de santé pour offrir des soins de proximité aux populations qui sont les plus démunies. Une loi de 1822 donne au roi le pouvoir de gérer les crises sanitaires, puis celle de 1850, adoptée en réponse au choléra, suscite déjà des tensions entre santé publique et liberté individuelle. Une explication d'ordre juridique est mise en avant par Olivier Renoudy, un professeur de droit, dans son article « Éloge de la centralisation sanitaire » de 2020. Il dit que cette justification réside dans la Constitution de 1946. Son préambule affirme, et je le cite, que la nation garantit à tous la protection de la santé, ce qui confère à l'État la responsabilité d'assurer la santé sur l'ensemble du territoire national et de garantir l'égal accès aux soins. Cependant, et nous allons le voir, cette centralisation n'est pas absolue. L'évolution du système a progressivement conduit à une forme de régulation partagée entre l'État et les collectivités territoriales. La région, elle, est dans une situation paradoxale, alors même qu'elle est l'échelon régional qui a été promu comme cadre principal de l'action sanitaire de l'État au niveau local. Le conseil régional ne dispose que peu de compétences. Celle-ci s'articule autour de 3 pôles. Le premier pôle est relatif à la prévention sanitaire, le second à la formation des professionnels de santé et le troisième à la lutte contre les disparités territoriales. Le conseil régional intervient de 2 manières dans le cadre de la régulation de l'installation des médecins. D'un côté, celui-ci peut attribuer des aides destinées à favoriser l'installation des médecins. Et de l'autre, le conseil régional peut attribuer des aides visant à financer des structures qui participent, elles, à la permanence des soins. Cependant, l'échelon régional a été promu comme cadre principal de l'action sanitaire de l'État au niveau local et plusieurs missions ont pu être confiées à partir du 1er avril 2010 aux agences régionales de santé. Les ARS jouent un rôle central dans la mise en œuvre de la politique à l'échelle régionale. Elles mettent en œuvre la politique nationale de santé sur le territoire et organisent l'offre de soins. Au-delà, les départements ont un rôle plus limité en matière de régulation de l'installation des médecins. Les départements ont un rôle limité depuis la loi de 2004 qui a recentralisé beaucoup de compétences. Leur rôle principal se concentre sur le secteur social et médico-social. Protection maternelle et infantile, vaccination obligatoire, élaboration de schémas départementaux. Mais dans le cadre strict de la régulation de l'installation des médecins, le département, même s'il n'a pas les compétences directes de l'État ou des ARS, joue un rôle dans la lutte contre la désertification médicale, principalement par des interventions directes et indirectes. Le département peut à la fois intervenir indirectement en finançant des aides pour inciter les médecins à s'installer dans les zones sous-dotées et directement en créant et en gérant des centres de santé départementaux depuis une loi du 21 février 2022. À un niveau encore plus proche du citoyen, les communes demeurent des acteurs historiques, incontournables de la santé publique, en s'appuyant notamment sur les prérogatives du maire en matière de salubrité et d'ordre public. Quand on parle de communes, on pense tout de suite à leur rôle historique en matière de santé publique. Elles ont toujours été des acteurs incontournables, notamment à travers le pouvoir de police générale du maire. De plus, certaines communes vont plus loin, en attribuant des aides pour favoriser l'installation des professionnels de santé ou en finançant les permanences de soins. Elles ont des compétences sont retirées au fur et à mesure pour être confiées au préfet, au ministre ou à des agents sanitaires. Cela réduit la marge de manœuvre des communes, qui, elles, restent des acteurs de terrain historiques et essentiels. La régulation dans le domaine de la santé n'est pas un concept récent. Historiquement, elle s'est d'abord exercée à travers une logique tarifaire. L'on cherchait principalement à encadrer les prix pour maîtriser les dépenses de santé. Comme l'explique Da Silva et Gadreau en 2016, des économistes, le rôle du régulateur a changé. Il ne se contente plus de fixer les prix, il définit aussi des pratiques opposables. Ce changement s'explique en grande partie par les contraintes budgétaires qui poussent les pouvoirs publics à investir non plus seulement sur les coûts,
mais à maîtriser et orienter le comportement des professionnels de santé. Cette évolution se traduit par exemple par la mise en place de dispositifs tels que la ROSP, rémunération sur objectifs de santé publique, qui conditionne effectivement une part de la rémunération des médecins à l'atteinte d'objectifs de santé publique. La régulation de l'accès aux soins est donc une prérogative étatique, mise en œuvre par les collectivités territoriales et les ARS. Quant à elle, l'intervention de l'État en matière de régulation du système de santé a déjà donné lieu à des mesures qui sont relatives au prix ainsi qu'aux pratiques des médecins. L'enjeu actuel est relatif à l'installation des médecins. Oriana va donc vous montrer et démontrer les mesures visant à mieux couvrir le territoire qui existe, mais qu'elles peinent malheureusement à atteindre leur objectif. Merci Ryan pour ces explications sur le rôle des acteurs publics en matière de régulation. Les médecins étant trop peu nombreux et inégalement répartis sur le territoire, il s'agit donc depuis quelques années déjà d'intervenir dans leurs modalités d'installation. Les mesures de régulation sont de différentes natures, allant de la régulation du nombre de médecins formés aux incitations financières, en passant par la reconnaissance des diplômes des médecins étrangers ou encore les nouvelles modalités d'exercice collectif de la profession. Voyons tout d'abord ce qu'il faut retenir de la suppression du numerus clausus. Du temps de son application, le numerus clausus régulait le nombre d'étudiants admis en seconde année de médecine par région. Au-delà de la maîtrise des coûts pour l'assurance maladie, il s'agissait déjà d'une tentative de régulation territoriale. La suppression du numerus clausus en 2019 a donné compétence aux universités pour fixer elles-mêmes leur capacité d'accueil en concertation avec les ARS. L'offre de soins est désormais régulée par les objectifs nationaux de professionnels de santé à former. Si le nombre d'étudiants admis en seconde année de médecine augmente considérablement, la mesure n'est pas sans effet secondaire, puisque les universités, comme les hôpitaux où les médecins font leur stage, n'ont pas des capacités d'accueil extensibles. Benoît Weber, président de la conférence des doyens de médecine, alerte sur le risque de dégradation de la formation de médecine, tout comme sur le fait que former des médecins résoudra les problèmes d'ici une quinzaine d'années, mais n'apporte aucune solution immédiate. Concernant l'impact de ce nouveau numerus aspertus, selon une projection du Conseil national de l'ordre des médecins, le CNOP, nous pourrions nous attendre à une augmentation de près de 30% du nombre de médecins par an jusqu'en 2040, soit quasiment 70 000 médecins supplémentaires en 15 ans, ce qui ne sera certes pas sans conséquence sur les dépenses de santé. Voyons à présent une toute autre méthode de régulation mise en œuvre depuis plus de 15 ans, les incitations financières. Le dispositif de contrat d'engagement de service public, CESP, permet aux étudiants en médecine dès la seconde année de bénéficier d'une allocation brute mensuelle de 1 200 € jusqu'à la fin de leur cursus. En contrepartie, les étudiants s'engagent à choisir une spécialité médicale moins représentée ou à s'installer dans des zones sous-dotées et à un tarif conventionnel. D'autres contrats sont destinés à aider les médecins à s'installer et à exercer dans des zones sous-denses au moment de leur installation. L'esprit de ces contrats est globalement le même, verser une garantie de rémunération ou des aides forfaitaires sous certaines conditions de lieu et d'exercice de leur activité. Vous voyez derrière nous s'afficher les multiples contrats existants, et oui, tout comme vous, les médecins sont un peu perdus devant cette mosaïque. C'est pourquoi la nouvelle convention médicale 2024-2029 prévoit une simplification de ces dispositifs. Nous noterons également l'existence de dispositifs d'exonération d'impôts sur le revenu ou sur les sociétés. Ces incitations financières, qui existent depuis plusieurs années, ont un coût significatif. Et au regard de l'accroissement des inégalités de répartition des médecins sur le territoire, leur efficacité ne fait pas le poids face aux aspirations des médecins. La régulation de l'installation des médecins en France ne concerne pas seulement les médecins formés en France, mais également les praticiens ayant obtenu leur diplôme à l'étranger. En 2025, plus de 32 000 médecins exercent en France après un parcours de reconnaissance de leurs compétences complexes, surtout pour les PADU. Ces derniers doivent passer des tests, effectuer un stage et obtenir une validation par une commission. Un statut de praticien associé créé en 2019 permet d'offrir les mêmes conditions statutaires à tous ces praticiens le temps de la réalisation de leur parcours de consolidation des compétences ou de leur stage d'adaptation, mais les conditions restent difficiles. Le système d'intégration des médecins étrangers présente donc des limites. Pour y remédier, il faut simplifier les démarches, sécuriser les statuts, harmoniser la reconnaissance des diplômes et mieux accompagner leur installation.
une proposition de loi d'avril 2025 vise à rendre ce processus plus juste et transparent. Le numerus aspertus, les incitations financières ou les médecins étrangers ne suffisent pas à remédier aux déserts médicaux. C'est pourquoi de nouvelles stratégies de régulation sont apparues. Il s'agit dorénavant de réfléchir aux conditions d'exercice même de la profession en vue d'améliorer la coordination des professionnels. Il existe différents statuts permettant d'exercer collectivement la médecine, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles depuis 2007 ou les communautés professionnelles territoriales de santé depuis 2016. Toutes les mesures que nous venons de voir sont incitatives et les médecins font d'ailleurs figure d'exception dans le paysage des professionnels de santé. Les autres professions sont soumises à des conditions d'installation bien plus strictes. Par exemple, le Code de la santé publique régule les nouvelles installations des pharmacies. Autre exemple, depuis le 1er janvier 2025, le conventionnement des chirurgiens dentistes dans les zones définies par l'ARS comme étant non prioritaires ne se fera qu'en remplacement d'un praticien conventionné cessant son activité. C'est également le cas pour les infirmiers depuis 2012 et les maïeuticiennes. Pour conclure cette première partie, nous avons vu que l'État, en tant que chef d'orchestre de la politique nationale de santé, est légitime à réguler l'accès aux soins en coordination avec le maillage local. Qu'il existe d'ores et déjà des mécanismes de régulation de l'installation des professionnels de santé, mais seulement incitatifs, et que ces mesures ne solutionnent pas les déserts médicaux. Ryan va maintenant nous expliquer en quoi les propositions de loi actuellement discutées au Parlement modifient le paradigme des mesures de régulation qui existaient jusqu'à présent. Alors, merci Oriana. Effectivement, ici, l'objectif est de vous montrer que les propositions et plans nationaux, eux, visent à corriger les inégalités en contraignant l'installation des professionnels de santé. Nous passons de plus en plus d'une logique d'incitation à une logique d'obligation. La régulation répond à 3 objectifs essentiels. La justice sociale. Il s'agit de garantir un égal accès aux soins pour tous les citoyens. Ensuite, l'efficacité du système de santé. Éviter le recours excessif aux urgences qui engorgent le système. Enfin, les effets d'incitation. Eux visent à améliorer la répartition des médecins sans réduire l'offre globale de soins. La Cour des comptes, dans un de ses rapports de 2022, préconise une régulation plus stricte pour les nouveaux médecins. Cette proposition institutionnelle appuie les mesures législatives qui vont suivre. Je vais vous parler de la proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux d'initiative transpartisane, déposée le 13 février 2025. Cette proposition introduit une mesure phare. La création d'une autorisation préalable à l'installation délivrée par les ARS après Conseil de l'ordre. Le principe est simple. Dans les zones sous-dotées, l'autorisation est automatique. Dans les zones surdotées, elle n'est possible qu'en remplacement d'un médecin qui part. 3 mesures complémentaires accompagnent ce dispositif. Premièrement, une formation médicale dans chaque département, avec des enseignements partiellement à distance, pour renforcer un ancrage territorial. Deuxièmement, la suppression des majorations tarifaires pour les patients sans médecin traitant, afin bien sûr de ne pas les pénaliser. Troisièmement, le rétablissement de l'obligation de permanence des soins, car le volontariat, malheureusement, s'est révélé insuffisant, avec seulement 38% de participation en 2019. Dans la continuité de cette démarche, le pacte de lutte contre les déserts médicaux présenté par notre Premier ministre François Bayrou élargit le champ d'action en intégrant une réforme plus systémique. Il vise à renforcer l'accès aux soins dans les territoires les plus fragiles. Ce pacte repose sur plusieurs axes essentiels. Premièrement, il instaure un principe de solidarité obligatoire pour l'ensemble de la communauté médicale. L'objectif est de développer l'offre de soins dans les zones les plus critiques. Deuxièmement, il prévoit une permanence des soins, c'est-à-dire la garantie des soins accessibles le soir, la nuit et le week-end. Troisièmement, il met en place une identification précise des territoires prioritaires. Cette identification sera réalisée par les agences régionales de santé, en lien avec les préfets et les élus locaux. Quatrièmement, il renforce la solidarité territoriale portée par les établissements de santé. Ces mesures représentent un potentiel de 50 millions de consultations supplémentaires par an dans les zones sous-dotées, et en s'appuyant sur le mécanisme toujours de cette solidarité territoriale. En résumé, ce pacte, lui, vise à garantir un accès équitable des soins sur tout le territoire.
en s'appuyant sur la solidarité et en mobilisant l'ensemble des professionnels de santé. Je vais aussi vous parler de la proposition du sénateur Philippe Boulier visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires. L'objectif principal est simple, mettre fin à la liberté d'installation sans contrepartie. Pour les généralistes, s'installer dans une zone bien dotée imposera de travailler en temps partiel dans une zone sous-dotée. Pour les spécialistes, ils devront remplacer un médecin partant, sauf s'ils acceptent de pratiquer partiellement en zone prioritaire ou s'il y a un besoin local urgent. Pour rendre l'exercice plus attractif, cette proposition permet d'ouvrir un cabinet secondaire de façon beaucoup plus simple, avec des démarches administratives qui, elles, sont beaucoup plus simplifiées. Les honoraires seront bonifiés pour la patientèle en zone sous-dotée. En résumé, cette loi cherche à répartir l'offre de soins sur le territoire en combinaison incitation, obligation et solidarité. Cette volonté de réguler l'offre médicale n'est par ailleurs pas propre à la France. À l'international, plusieurs pays ont mis en place des dispositifs similaires, comme vous le voyez au tableau. Au Danemark, les médecins généralistes doivent signer un contrat avec les autorités régionales qui régulent la distribution. En Allemagne, un numéro clausus géographique fixe depuis les années 1990 le nombre de médecins conventionnables. En Norvège, la majorité des généralistes sont sous contrat avec les municipalités. Cependant, c'est à tempérer parce qu'une étude de l'adresse de décembre 2021 montre que ces exemples internationaux, bien qu'inspirants, ne permettent pas d'aboutir à une conclusion qui est universelle. La diversité des systèmes rend difficile toute généralisation. Mais si l'on observe globalement la distribution, elle est plus homogène sur l'offre médicale dans les pays pratiquant une régulation assez forte et obligatoire de l'installation. Cependant, la régulation des médecins soulève aussi des oppositions importantes et des craintes fortes. Aujourd'hui, on assiste à un changement profond dans la manière dont l'installation de l'exercice de santé sont encadrées. Elle porte tout d'abord à la liberté d'installation. Elle ne prend pas en compte des facteurs essentiels comme la vie familiale, l'accès au logement ou l'offre culturelle. Or, la pénurie des médecins, et vous allez le voir, est déjà alarmante. Moins 20% de généralistes depuis 2012, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur les vocations. Les médecins craignent que ces mesures aggravent et restreignent leur liberté. Autre risque, nous pouvons craindre le développement d'une dérive vers un modèle salarié et la financiarisation du système de santé. Enfin, cette régulation divise profondément. Face à l'aggravation des déserts médicaux, les pouvoirs publics s'éloignent progressivement du modèle basé uniquement sur la liberté d'installation pour aller vers un modèle de régulation plus directif. En résumé, on passe aujourd'hui d'un système qui est fondé sur la seule liberté individuelle à un modèle mixte combinant obligation, incitation et réorganisation territoriale. Pour autant, il ne s'agit pas des seuls leviers disponibles. Et Oriana va vous montrer des solutions alternatives ou complémentaires qui tendent également à solutionner cette question. Tout à fait, Ryan. La régulation de l'accès aux soins passe également par des stratégies connexes, comme celle prévoyant de libérer du temps médical. Pour ce faire, des modifications des métiers et même des créations de nouveaux métiers sont en cours. Le nouveau statut de docteur junior créé en 2018 et rentré en application à la rentrée de 2021 permet à un docteur junior de réaliser des actes en autonomie supervisée. Il peut donc réaliser des actes seul après validation par un superviseur. La création des assistants médicaux en 2018 permet aux médecins de se recentrer sur le soin. L'embauche d'un assistant médical libérerait 1 à 2 consultations par jour, soit plus de 3,5 millions de consultations supplémentaires par an d'ici 2028. Par ricochet, cela permet aux médecins de suivre davantage de patients, y compris en tant que médecin traitant. Cette stratégie visant à libérer du temps médical se retrouve également dans le renforcement de la compétence des auxiliaires médicaux. La loi de modernisation de notre système de santé de 2016 pose le cadre juridique de la pratique avancée. Cette pratique avancée existe déjà dans de nombreux pays. En France, le choix a été fait de la déployer d'abord pour la profession d'infirmier. Il s'agit pour ces derniers d'exercer des missions et des compétences plus poussées, jusque-là dévolues aux seuls médecins. C'est donc un nouveau métier à la frontière entre médecins et infirmiers.
Les pharmaciens se sont également vus élargir leurs compétences et une proposition de loi déposée le 13 mai vise à élargir celle des opticiens. Parallèlement à cette adaptation des statuts et des professions, d'autres pratiques innovantes se développent. Dans le cadre du plan France Ruralité, lancé en juin 2023, des médicobus permettent des consultations itinérantes. La télésanté est également une des solutions proposées à l'éloignement géographique. Bien qu'elle ne solutionne pas tous les problèmes, elle permet aux patients d'avoir un avis médical rapidement. Nous voyons donc que la régulation de l'accès aux soins ne se cantonne pas à contraindre la liberté d'installation des médecins. Différents leviers sont actionnés en parallèle pour remédier aux déserts médicaux. Néanmoins, ces dispositions doivent s'accompagner d'une stratégie globale de prise en compte des missions et des attentes des professionnels de santé, ainsi que d'une politique forte de redynamisation des territoires. S'agissant des missions et des attentes des médecins, celles-ci évoluent, notamment sous l'effet de la féminisation de la profession. Cette féminisation, tout comme le rajeunissement des médecins, s'accompagne d'un renforcement de l'exercice de groupe, du salariat, avec une inspiration à une meilleure conciliation vie familiale, vie professionnelle. Afin d'impulser une véritable stratégie globale d'attractivité des territoires pour les médecins, des mesures protéiformes doivent être déployées. D'une part, le HCAM préconise dans un rapport de février 2024 de mixer les modes de financement. Paiement à l'acte, forfait, rémunération collective, salariat, ceci afin d'assouplir les organisations de travail. D'autre part, les critères d'installation étant fortement liés à la région de naissance, une politique favorisant des recrutements locaux d'étudiants en médecine serait potentiellement bénéfique. L'université, dans laquelle les médecins ont fait leurs études, contribue également à déterminer leur territoire d'installation. D'où la question de la décentralisation des formations médicales et des stages obligatoires en zone sous-dotée. Par ailleurs, certains départements, comme l'Aveyron, mettent en place des actions d'attractivité. On parle de marketing territorial. Accueil des internes, soutien à l'installation des médecins et de leurs familles, promotion de la qualité de vie locale, week-end découverte. Afin que cette stratégie globale aux multiples axes puisse être correctement déployée, certains appellent à un renouveau de la gouvernance du système de santé, soit par la création d'un office national d'évaluation de la démographie des professions de santé, soit par la création d'un véritable service public territorial de santé. Dans tous les cas, la volonté d'agir pour l'efficacité de l'État-providence doit aboutir tant à une amélioration des conditions d'accès aux soins pour les patients qu'à un accroissement des bonnes conditions de travail pour les médecins dans les zones sous-dotées. Maintenant que vous connaissez les grands axes de réflexion qui irriguent la question de la régulation de l'installation des médecins, Ryan va conclure ce rendez-vous de l'actu. En conclusion, les récentes réformes montrent une tendance claire vers une régulation directive et territorialisée de l'offre de soins. On passe d'un modèle libéral fondé sur l'initiative individuelle à un modèle mixte où l'État joue un rôle central. Alors oui, nous devons réguler l'installation des médecins. Mais face aux déserts médicaux, la régulation de l'installation des médecins devient indispensable. Il ne s'agit plus d'inciter, mais de garantir un égal accès équitable aux soins de partout, sur tout le territoire. Cependant, pour être efficace, cette régulation doit être équilibrée et accompagnée d'incitations attractives, de meilleurs soutiens aux professionnels de santé et d'une organisation territoriale qui est efficace. Elle doit aussi préparer les futures générations, là où les besoins sont les plus urgents. Enfin, la réussite de cette transformation passe par une régulation intelligente, qui est, elle, fondée sur l'équité, la concertation ainsi que la cohérence. Alors qu'elle soit perçue non plus comme une contrainte, mais comme un levier de justice sociale, territoriale et de refondation de notre système de santé. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour votre attention.